Vous écoutez Les Jongleuses, le podcast où des héroïnes du quotidien partagent avec nous leurs secrets pour jongler entre toutes les facettes de leur vie et de leurs identités. Elles nous racontent aussi comment les balles lancées par la vie façonnent leurs parcours inspirants. Je m'appelle Ruth et je vous souhaite la bienvenue. Si vous souhaitez contribuer à donner de la visibilité à ces récits de femmes et à ces conseils d'expertes, vous pouvez laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou bien nous rejoindre sur Instagram @lesjongleuses.podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Gaëlle Baldassari, la fondatrice du mouvement Kiffe ton cycle. Sa spécialité à elle, c'est le cycle menstruel. Elle s'est donnée pour mission de le réhabiliter et d'aider le plus de femmes possible à s'en faire un allié. Parce qu'une fois qu'on l'a apprivoisé, le cycle menstruel peut être une véritable aide vers la connaissance de soi et la conciliation de toutes ces balles avec lesquelles on jongle au quotidien. Je suis tombée sur le travail de Gaëlle parce que je cherchais des réponses sur mon propre cycle menstruel. Je ne comprenais pas d'où venait cette sensation d'être une autre personne pendant mes règles. Et surtout, pourquoi tout ça m'affectait beaucoup plus après la naissance de mon deuxième enfant. J'ai adoré cette conversation avec Gaëlle qui m'a apporté toutes ces réponses et tellement plus. Des conseils pour surfer le cycle menstruel et des informations aussi pour mieux comprendre ce qui s'y joue, tant d'un point de vue physiologique que sociétal. C'était passionnant, vraiment. Gaëlle nous raconte aussi son parcours de jongleuse, de la banque à Kiffe ton cycle en passant par son parcours PMA et la naissance de sa fille qui lui a donné envie de changer le monde. J'espère que cet épisode vous inspirera autant que Gaëlle m'inspire. Bonne écoute! Bonjour Gaëlle et bienvenue dans Les Jongleuses. Bonjour Ruth, je suis ravie d'être là. Mais moi aussi, je suis trop contente de t'avoir ici. Est-ce que je peux te demander de te présenter pour les auditrices et les auditeurs des Jongleuses, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Gaëlle Baldassari et j'ai fait le pari fou de réhabiliter le cycle menstruel. Voilà, c'est quand je le pose, en général, les gens se disent « Oh là, c'est fou ça !» Donc, mon métier, c'est de réhabiliter le cycle menstruel. Et donc, je le fais par différents moyens. J'ai créé des sommets du cycle menstruel qui me permet d'interviewer plein de personnes différentes dans leur domaine d'expertise pour transmettre des informations. J'ai aussi créé des programmes en ligne, donc Kiffe ton cycle pour les femmes, Kiffe tes premières règles pour les jeunes filles à partir de 10 ans, qui ont toujours pour but de diffuser de l'information et que chacune puisse se réapproprier ça qu'on a à l'intérieur de nous, qui vit à l'intérieur de nous. Et puis j'ai écrit un livre aussi aux éditions Larousse, Kiffe ton cycle. Moi c'est assez simple, tu tapes Kiffe ton cycle où tu veux et tu me retrouves. Ça marche. Comment t'en es arrivée là? Parce que je sais qu'au départ, c'était pas du tout ton domaine. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es arrivée à réhabiliter le cycle menstruel? Oui, alors effectivement, moi j'ai travaillé 14 ans dans la banque et s'il y a bien un truc dont je voulais pas entendre parler, c'était de mon cycle menstruel. Les seules fois où j'en ai entendu parler, c'était un homme qui peut se permettre de dire qu'est-ce qu'elle a celle-là, elle a ses règles un jour où je râlais en réunion. Donc c'était un truc qui était assez réactif chez moi et dès qu'on me parlait de ça, j'avais l'impression d'être rabaissée à ça. Exactement. Ouais. Donc c'est vraiment, voilà, moi je viens de ça. Je viens de cet espace où le cycle était quelque chose dont on ne parle pas et qui ne doit surtout pas rentrer en ligne de compte dans ma vie. Et puis j'ai voulu avoir un enfant et mon cycle ne fonctionnait pas bien et donc je suis passée par la procréation médicalement assistée. Et là j'ai vu des fluctuations d'humeur, d'énergie assez violentes s'imposer dans ma vie. Moi à l'époque j'étais manageuse d'une agence de bancaire et donc je me suis retrouvée à être assez désagréable avec certains de mes collaborateurs, à avoir les larmes aux yeux quand un client me présentait son projet, enfin des trucs un peu bizarres. Je me suis dit qu'est-ce qui m'arrive? Et ça a été jusqu'au point où j'ai fait un burn-out. D'accord. Et je demandais au médecin qui me suivait par rapport à la procréation médicalement assistée s'il y avait un rapport. Il me disait « Oh non, il n'y a pas de raison. Ça doit être le stress de vouloir avoir un enfant. » Je disais « Mais enfin, ça fait 5 ans que je veux un enfant. » Donc, ça colle pas à votre affaire. Et donc, non, j'avais vraiment non, en fait, il n'y a aucun impact des hormones sur la vie psychologique. Et je fais partie des gens qui n'aiment pas ne pas comprendre.
Donc j'ai creusé. Donc bon, forcément, je me suis remise de mon burn-out et à la fin de cette rémission, j'ai commencé à creuser pour comprendre ce qui m'était arrivé. Et c'est là que j'ai découvert le pot aux roses, que les hormones avaient un impact énorme sur nous, alors qu'effectivement, injecter dans des quantités astronomiques comme ce que je pouvais faire pour la procréation médicalement assistée, forcément l'impact était décuplé, Ouais. mais que déjà il y avait un impact sur nous dans notre cycle au quotidien. Et moi, je l'avais jamais entendu parler de ça. Mais tu penses que ça vient de quoi, toi, en fait, ce côté de dire, et qui moi-même, je sais que j'étais un peu comme ça, à dire, non, 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 bon, non, quelles hormones de la grossesse, quelles hormones des règles, sauf que ça a un vrai impact. À ton avis, ça vient de quoi que ce soit que ce soit autant utilisé comme presque une insulte par Mm. d'autres, et comment ça se fait que nous-mêmes, femmes, ne le percevions pas comme quelque chose de naturel et faisant partie intégrante de nous? Eh ben, ça vient du fait que la position des femmes et des hommes dans la société, à mon sens, est pas égale, Mmh. et que à un moment, quand des femmes avant nous, que je vénère et que j'admire, hein, ont décidé de dire cette inégalité est pas acceptable. Mmh. Quelque part, elles sont passées par ce chemin-là, et encore une fois que je trouve admirable, hein, qui a été de dire la femme est un homme comme les autres. Mmh. Et Ouais, ce chemin-là était une voie, malgré tout, où on a nié les différences, mais on les a niées parce qu'il fallait les nier à ce moment-là, c'est ça. pour pouvoir prétendre avoir une place dans la société qui soit l'égale de celle des hommes. Et puis, donc ça a été un moment obligatoire, je pense. Mmh. Et je serais pas là pour parler du cycle s'il y avait pas eu ces femmes avant moi Mmh. qui, elles, avaient au contraire dit, voilà, il n'y a pas de différence. Sauf que bah, dans le cheminement de ça pose un problème parce qu'on a nié une partie de nous. Absolument. Mais voilà, je pense que ça vient de cette histoire-là où il a fallu qu'on montre qu'on était l'égal des hommes, Ouais. qu'on prouve que notre cycle menstruel n'avait aucun impact, parce que je sais pas si tu connais cette anecdote, mais par exemple, les premières femmes astronautes qui avaient été formées, on a choisi de pas les envoyer dans l'espace parce qu'on s'est dit que peut-être, en fonction de la période du cycle auquel elles seraient pas aussi capables de faire les expériences. Ouais. Donc en fait, il a fallu briser toutes ces choses-là. Absolument, pour qu'on puisse aller dans des domaines, ou être considéré tout simplement, ouais, tu penses qu'en fait, c'était une étape nécessaire dans l'histoire du féminisme? Je pense que c'était absolument nécessaire, et Mmh. que de vouloir dire ah là là elles ont mal fait, ça serait une erreur majeure Mmh. de l'histoire. Je pense que dans tous les combats, on commence par y aller en force. Mmh. On commence par casser les portes, et casser les portes, bah faut y aller un peu en mode bourrin, quoi. Mmh. Et puis bah voilà, une fois que le trou est fait dans la porte, etc. Bah c'est beaucoup plus facile pour les autres d'arriver derrière en disant oui, mais on va peut-être pouvoir mettre un peu de finesse et tout ça. Bah Il oui, faut mais rajouter un petit rideau, ça vous dit? En fait, il y a des petites voilà, nuances et on n'est pas tout à c'est fait, ça. Mais pareil. s'il y avait pas celles qui ont enfoncé les portes avant, on serait pas là, quoi. D'accord, oui, je vois, c'est vrai que ça fait sens, c'est ce que tu dis. Et du coup, si on revient à ton parcours à toi, donc pendant ton parcours de PMA, tu t'es retrouvée à t'injecter des grosses doses d'hormones, et c'est là, en fait, que du coup, ça a révélé un petit peu, cet aspect très cyclique de toi, et que ça t'a poussée à faire toutes ces recherches. Exactement. Et aller explorer un petit peu qu'est-ce que j'étais moi dans ces parties-là, donc la partie colérique et la partie fatiguée, que Mmh. je rejetais complètement. Mmh. Je disais, hein, j'exprimais, je disais, je ne suis pas moi quand je suis Mmh. comme ça. Mmh. Donc tu vois à quel point je rejetais cette partie-là de moi. Ouais. Et j'ai été explorer ces parties-là, ces facettes Mmh. de moi, pour découvrir qu'elles m'apportaient énormément, D'accord. et pour découvrir qu'elles avaient été euh, considérées comme négatives pour Mmh. quasiment toutes les femmes. Ouais. Et moi, ayant compris à quel point elle m'apportait quelque chose, je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas laisser la moitié de l'humanité pensant qu'une partie d'elle, que certaines de leurs facettes sont néfastes, Mmh. alors que elles sont positives Mmh. dans la réalisation des projets. Et comme moi, en fait, pour finir l'histoire, le jour de la naissance de ma fille, donc moi je savais pas que j'attendais une petite fille. Mmh. Et le jour où elle est née, donc sur la table d'accouchement, où j'ai découvert que c'était une fille, Ouais. en fait, à l'intérieur de moi, il y a eu waouh, c'est une fille. Et il y a eu en même temps, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie de mettre au monde une fille dans cette société Ouais. patriarcale dans laquelle c'est quand même compliqué, dans laquelle beaucoup de femmes se font agresser, dans laquelle il faut se battre au niveau du boulot. Enfin, tu vois, d'un seul coup, j'ai eu cette espèce d'avalanche et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai Mmh. foutu de pas me poser la question de savoir si j'allais mettre une fille au monde. Ouais.
Et ce jour-là, tu vois, elle est née en plein milieu de la nuit. Ce jour-là, à ce moment-là, je me suis dit, OK, maintenant, tu prends tes responsabilités. J'ai jusqu'à ses 18 ans à elle, puisque c'est le moment où elle va s'envoler. Tu vois, moi, je suis partie de chez mes parents à 18 ans. Je me suis dit, j'ai jusqu'à ses 18 ans pour changer le monde. Wow, ok. Donc c'est vraiment ta fille qui a fait l'espèce de d'onde de choc dans ta prise de conscience qui était déjà quand même un peu amorcée, quoi. Voilà, elle était amorcée, mais en fait, ma prise de conscience, ça a été vraiment changer le monde pour que les femmes soient à leur juste place dans la société. Et à ce moment-là, je savais pas qu'elle allait être le vecteur que j'allais utiliser. Mhm. Et à ce moment-là, dans ma tête, c'était pas vraiment forcément le cycle menstruel, c'était plutôt l'empowerment au féminin en général. Ouais. Et du coup, comment tu es passée de ça, de toutes ces informations que tu absorbais, que tu intégrais, à cette prise de conscience-là, et comment tu es passée de la banque à ce que tu fais aujourd'hui? Raconte-moi un petit peu. Eh bien, déjà, j'ai commencé par dire à la banque, donc à mon supérieur à l'époque, parce que j'étais responsable nationale des commerciaux quand je suis tombée enceinte. J'ai commencé par lui dire, bon, tu vas pas me revoir de sitôt. Je vais prendre le max du max. Ouais. Donc déjà, j'avais annoncé, je savais que devant moi, j'avais 3 ans où j'allais de toute manière pas retourner à la banque. Et donc, comme j'ai un peu du mal à rester inactive, même si c'est clairement pas inactif de s'occuper d'un bébé, j'ai commencé à faire d'autres choses autour. Ouais. Et donc, j'ai commencé à accompagner, je m'étais formée au coaching avant. Et donc, j'ai commencé à faire de l'accompagnement parental, à accompagner des femmes, majoritairement des femmes qui avaient des difficultés dans ce qu'elles vivaient dans la parentalité, et puis aussi accompagner des femmes sur le leadership. Donc voilà, ça a été les premières bases. Et il se trouve que régulièrement, j'en avais une dans mon cabinet qui me disait « Ah mais Gaëlle, j'ai l'impression de régresser, c'est pas possible, tout allait très bien, et puis là maintenant patatras, de nouveau je crie sur mes enfants, ou de nouveau j'arrive pas à me concentrer au travail, enfin voilà. » Et régulièrement, je disais « Mais t'en es où de ton cycle ?» Et régulièrement, elle me disait « Waouh, maintenant que tu le dis, ah ouais !» Et une fois, c'est une de mes clientes qui m'a dit « Écoute Gaëlle, tu sais des choses, il va falloir que tu me les dises. » Elle me l'a dit vraiment comme ça, hein, tu vois, en me disant « Tu sais des choses, il va falloir que tu me les dises. » Et je lui ai répondu spontanément « Écoute, tu vas pas payer une séance de coaching, ce qui est pas donné quand même, pour que je te transmette des informations. Enfin, c'est pas le principe du coaching. » Elle m'a dit « Ok, tu sais ce que tu vas faire, tu vas créer une réunion, tu vas inviter toutes les femmes que tu connais et tu vas nous dire les choses. Comme ça, je ne paye pas une séance de coaching, je paye la réunion. Wow. Et tu nous diffuses ça à toutes. » Je dis ok, banco, pourquoi pas. À l'époque, je faisais déjà des ateliers, donc je me suis lancée là-dedans. Donc j'ai lancé cet atelier transmission sur le cycle menstruel. Et déjà, ma grande surprise, toutes les femmes que je suivais à l'époque sont venues. D'accord. Donc ça m'a fait un choc parce que je m'attendais pas à ça. Et puis ensuite, elles m'ont toutes dit que ça avait fait quelque chose, qu'il y avait un avant-après cette réunion. Donc à partir de là, j'ai commencé à me dire bon, ok, il y a quelque chose à transmettre. Donc j'ai créé une conférence qui s'appelait Être une femme, ça change quoi, où je parlais de toute la société, de plein de choses. Et à la fin, l'air de rien, je mettais le cycle menstruel. Au fait. Parce que je l'assumais pas complètement. Donc voilà, cette conférence a un petit peu tourné. Et puis, mais effectivement, c'était tout à la fin, c'était pas assumé. Du coup, il y avait des femmes qui comprenaient pas de se prendre ça entre guillemets dans la figure après avoir entendu tout ce qu'elles avaient entendu. Et donc petit à petit, de mon chemin, je me suis rendu compte que, en fait, c'était un des plafonds de verre qui était au-dessus de nos têtes de femmes, que de pas comprendre ce cycle menstruel, que moi j'avais pas de problème avec, j'avais pas de tabou avec, et que en vrai, faire grincer, faire embêter un peu, remuer ce qui va pas, remuer le cocotier, j'aime bien. Tu vois, j'ai toujours bien aimé faire partie de celles qui posent des mots là où personne n'ose les poser. C'est mon caractère, quoi, depuis toujours. Et être un petit peu en avance sur des idées qui sont pas encore très présentes dans la société, c'est l'histoire de ma vie. Toute jeune déjà, j'avais des pensées dont on rigolait et qui sont devenues ensuite une évidence pour tout le monde. D'accord, ouais. Et donc du coup, t'as mis les pieds dans le plat et t'en as fait le centre un peu de tes interventions, quoi. Ah complètement, là j'ai complètement tout retourné. J'ai appelé au début, ça s'appelait Savoir utiliser les ressources féminines, parce que ça faisait surf du coup, puisque c'est ce que je présente, mais parce que je présente le cycle menstruel comme une session de surf.
Et puis voilà, au fur et à mesure, j'ai de plus en plus assumé, et puis ça s'est appelé Kiffe ton cycle, un peu comme une évidence. Et du coup, aujourd'hui, comment tu définis ton métier Mon métier, c'est consultante en psychologie du cycle menstruel. Donc ça, c'est la version sage de mon métier. Puis autrice aussi. Et puis sinon, mon métier, c'est vraiment ça, c'est de réhabiliter le cycle menstruel, c'est de faire changer le monde. Je l'assume assez bien, quoi. Génial. Et là, tu parlais à l'instant de ta conception du cycle menstruel. En général, on en entend parler les 28 jours, la lune, tout ça. Toi, c'est pas la conception que tu en as. Pas du tout. Et j'aime beaucoup la conception que tu en as. Est-ce que tu peux la partager avec nous? Ouais, avec grand plaisir. Déjà, oui, les 28 jours, en fait, ce qui est fou, c'est que c'est un concept qui a été créé par des médecins, les 28 jours. C'est même pas la vraie moyenne de la durée des cycles des femmes. C'est pas basé sur les cycles de la lune, les 28 jours? Oui, mais c'est 29 jours et demi, les cycles de la lune. D'accord. Donc, ils se sont foirés même à ce niveau-là. En gros, ils se sont dit, on va le faire comme ça, les médecins. Puis en fait, ils se sont rendus compte qu'après, ils s'étaient un peu plantés. Puis bon, voilà. Puis t'es restée. Non, les 28 jours, c'est pratique parce que ça fait 4 semaines, et pour la pilule, c'est hyper pratique. Mais c'est tout. C'est dingue. Il y a 13% des femmes qui ont un cycle de 28 jours. D'accord. Et c'est la norme sur laquelle on se base pour se dire, mon Dieu, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Ok, très bien. Bon, très bien. C'est ça. Donc, il faut savoir qu'un cycle fonctionnel fait entre 21 et 35 jours. Ok, c'est bien de le savoir. Et il peut être complètement fluctuant, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà. Un cycle fonctionnel, c'est un cycle dans lequel on ovule, et qui a une durée post-ovulatoire supérieure à 10 jours. D'accord. Puisqu'il faut au moins 10 jours pour qu'un embryon s'implante. Avant que les règles n'arrivent. Donc en fait, un cycle fonctionnel, c'est un cycle ovulatoire dans lequel il y a une durée post-ovulatoire supérieure à 10 jours. Tout le reste, c'est du bullshit, en fait. Les 28 jours, les moyennes, les machins, on s'en fout. On n'est pas des moyennes. Enfin, moi, j'ai jamais été une moyenne de ma vie. Donc voilà. Et effectivement, du coup, moi, toutes ces métaphores, que ce soit qu'on me parle des 28 jours, qu'on parle du cycle de la lune. Enfin, moi, le jour où je suis en phase avec la lune, je peux sabrer le champagne tellement ça m'arrive pas beaucoup. et voilà, et je ressentais justement beaucoup d'incompréhension par rapport à tout ça. J'avais l'impression de pas être une femme bien, tu vois, le syndrome de la femme parfaite. Voilà. Je me disais, moi, je suis pas normale avec mon cycle qui fait sa vie, qui fait n'importe quoi, et qui a jamais été calé sur la lune et tout. Et je me suis dit, mais non, en fait, ok, la lune, c'est intéressant, mais il y a peut-être autre chose à proposer. Et m'est venue vraiment naturellement cette métaphore. Moi, j'ai toujours aimé la mer, donc. Et je me suis dit, mais en fait, le cycle menstruel, il fonctionne comme une vague, vraiment. Et à une vague succède une autre vague, succède une autre vague. Et ce qu'il y a de génial dans cette métaphore des vagues, c'est que tu te rends compte qu'à certains moments, c'est un peu la tempête. À d'autres moments, au contraire, c'est des toutes petites vaguelettes de pas grand-chose. Parfois, les vagues sont très espacées, ça va faire un cycle long, et puis parfois, elles se raccourcissent. Et ça, c'est toute la vie. Toute la vie d'une femme, en fait. Donc, il va falloir s'adapter à ça. Et c'est vrai que la société nous propose de se prendre la vague dans la tête, parfois de boire la tasse pour certaines, voire d'être à moitié en train de se noyer, et puis de relever la tête de l'eau, et puis de prendre sa respiration en silence de préférence, en attendant une vague. Bah oui, parce qu'on chuchote pour tout, on n'en parle pas. Moi, je sais que quand j'ai eu mes premières règles, déjà j'ai eu mes premières règles en Côte d'Ivoire, on n'en parle pas, c'est sale, on dit pas t'as tes règles, on dit t'es indisposée, il faut chuchoter pour demander une serviette, enfin... Donc oui, c'est sûr, en silence de préférence, je suis complètement d'accord avec toi. En France, c'est pareil, hein, pour le coup. Ouais, je sais. Bon, là, c'est en train de s'améliorer, mais quand même, il y a encore un gros tabou par rapport à ça. Et donc, moi, ce dont j'ai pris conscience, c'est que ce cycle menstruel, c'est une énergie, cette vague, c'est une énergie. Et effectivement, une énergie, on peut se faire bousculer par elle et boire la tasse, ou alors on peut choisir de la surfer. On peut choisir de grimper sur sa planche de surf et d'aller utiliser cette énergie pour pouvoir faire une super session de surf. Et donc, je me suis rendu compte que une session de surf fonctionne exactement comme un cycle menstruel. Ou alors, un cycle menstruel fonctionne comme une session de surf. Et donc, au début d'une session de surf, on est posé sur notre planche, on attend les vagues tranquilles. On se demande ce qu'on va faire, on se repose aussi, on reprend notre respiration si on vient juste de surfer une vague avant. Et alors, cette phase-là, de poser sur sa planche, elle correspond à quoi dans le cycle? C'est quand les règles arrivent? Exactement. D'accord. Elle correspond au début du cycle menstruel, donc le premier jour des règles. Alors, ça peut commencer la veille des règles. Chacune est différente à ce niveau-là. Mais voilà, ça va être, entre guillemets, la période des règles dans laquelle toutes les hormones sont au plus bas.
Et donc, il y a quelque part une descente de l'énergie. Voilà, donc on est posé tranquille sur notre planche. C'est un moment de respiration, de ressourcement et aussi un moment de prise de décision. Tiens, à quel endroit je vais aller surfer ma prochaine vague? Est-ce que je me décale un petit peu parce que la précédente, elle était pas top? Ou est-ce qu'au contraire, elle était géniale, je reste au même endroit? Tu vois? Donc, c'est un moment dans notre vie aussi, on va prendre des décisions. Absolument. Et ensuite, on va ressentir l'énergie qui remonte. Donc ça, c'est juste après les règles. Pour certaines, c'est sur la fin des règles. Pour certaines, c'est 2-3 jours après les règles. On va sentir cette énergie qui remonte et on se sent vraiment tiré vers l'action, le faire, etc. Et bien là, en surf, c'est le moment où on va se mettre à ramer parce qu'on a vu la vague qui arrive derrière et on a envie de la choper et donc on va y aller. Et donc, c'est ce que j'appelle la prise d'élan en surf. Et ça, c'est la remontée des œstrogènes après les règles. Et donc, avant l'ovulation. Et dans cette période-là, c'est le moment où on va, en surf, se mettre à ramer, donc être vraiment dans l'action. Et dans notre vie, c'est un moment où on va faire beaucoup de choses. On va pouvoir avoir nos to-do list et les cocher à toute vitesse. On va avoir l'impression de pouvoir gérer 15 projets en même temps. Tu sais, c'est un peu Wonder Woman. Ouais, c'est ça. Je vois très bien, absolument. Voilà, donc moi, cette période-là, je pense que à cause d'elle, on dit que les femmes peuvent gérer plusieurs choses en même temps. Parce que vraiment, on a cette sensation d'avoir en plus une lucidité au niveau de l'esprit qui nous permet de faire plein de choses et tout a l'air bien rangé et tout ça. Et donc ça, c'est la prise d'élan en surf. Ensuite, quand on a suffisamment pris notre élan et qu'on sent que la vague nous porte, on n'a plus besoin de ramer à ce point et on va se mettre debout sur notre planche. Et quand on se met debout sur notre planche, dans notre cycle menstruel, c'est la période de l'ovulation, dans lequel donc on est au maximum des œstrogènes dans notre corps. Et puis on a une petite pointe de testostérone. Et le testostérone va nous amener de la confiance en nous. D'accord. Va nous amener de la confiance dans les interactions sociales, dans l'idée d'aller vers les autres. Va en tout cas créer ce moment de partage. Et donc ça va être un moment de communication. Donc on est debout sur notre planche et on rayonne. Et juste petite astuce, on est particulièrement symétrique dans cette période-là au niveau du visage et donc on peut se sentir particulièrement belle parce qu'on est perçu comme ça par l'extérieur. C'est marrant quand même, hein. Ça a un effet réel en fait, quoi, ces hormones. Ah mais complètement. Ah oui, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et donc là, on est debout sur notre planche, on rayonne, et puis ensuite on va descendre dans le tube de la vague. Alors le tube de la vague, j'ai l'habitude de dire que en surf, comme dans notre cycle, c'est la période la plus flippante et la plus kiffante. Dans le cycle menstruel, c'est la phase prémenstruelle. La fameuse, celle du syndrome horrible. Voilà, qui est vécue comme ça. Mais moi, je la réhabilite pour expliquer qu'il y a des trucs intéressants là-dedans. Mais effectivement, dans le tube de la vague, eh bien, le soleil n'arrive plus jusque nous. Et donc, on voit le côté un peu sombre des choses. On critique, on voit ce qui ne va pas. On va avoir tendance aussi à avoir des pensées un peu négatives sur nous-mêmes qui vont, un petit peu comme dans un tunnel, hein, on est dans le tube, qui vont avoir de l'écho. Alors ça peut être sur nous ou sur les autres. Moi, je sais qu'avec mon conjoint, ça va être il me saoule, il m'ultra saoule, il me ultra saoule. Ok, je fais ses valides. Ok, il se casse. Tu vois ce que Mais tu sais que ça me rassure beaucoup que tu dises ça parce que ça m'arrive beaucoup. Mon pauvre mari, là, depuis que notre fille est née, je pense qu'il a compris, hein, parce que il y a plus de nuances. C'est-à-dire que je suis horrible à cette période-là. Rien ne va. Donc tu décris parfaitement le sentiment. Du coup, j'ai hâte de voir le côté positif de ce tunnel de ce tube, parce que je ne le vois pas encore. Mais c'est ça le problème, c'est qu'effectivement on a tendance à pas le voir. Donc on va en parler. On finit la session de surf et puis après Et donc effectivement, comme c'est un cycle, et c'est ça qui est génial parce que du coup ça bouge tout le temps, tout est impermanent. Eh bien on va de nouveau se poser sur notre planche puisque de nouveau les règles arrivent. De nouveau on va pouvoir prendre notre respiration et prendre des décisions pour pouvoir repartir. Et tu vois, c'est ça le cycle menstruel, il fonctionne de cette manière-là. Et effectivement, on a appris à ne pas aimer certaines de ces facettes de nous-mêmes. Absolument. Absolument. C'est sûr que les facettes, je trouve la phase où on rame et la phase où on est sur sa planche, c'est celle où on est le plus dans l'action, le plus en train de bouger, le plus en train de construire des choses. Personnellement, moi, la phase dans le tube et la phase posée sur la planche, je les vis très très mal. Du coup, comment toi tu proposes de les appréhender, de les concevoir et de les utiliser en fait? Déjà en comprenant que elles font partie d'un processus. Je vais te le dire très rapidement, mais ressourcement, prise de décision, mise en action, communication sur ce qu'on a mis en action,
regarder ce qui ne va pas, Mmh. et de nouveau se ressourcer, prendre des décisions pour se remettre en action. Mmh. C'est un processus de gestion de projet C'est vrai. qu'on a à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que serait un projet dans lequel à aucun moment on regarderait ce qui va pas? C'est sûr. C'est le projet bisounours, mais à un moment il s'éclate la tête contre un arc-en-ciel, tu vois? Absolument. C'est ça. Donc voilà, c'est un peu le problème, c'est qu'effectivement un projet dans lequel à aucun moment on se pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est à changer, qu'est-ce qui est à modifier, c'est un projet qui va pas très loin. La phase de ressourcement, effectivement, on peut avoir tendance à être fatigué, mais pareil, c'est quoi un projet dans lequel à aucun moment on se ressource? Bah, ça s'appelle un burn-out, hein. Complètement. En tout cas un toboggan glissant vers le burn-out, C'est sûr. et on le voit parce que notre société, nous le présente, et en fait, ce qui est intéressant, c'est de réaliser que les facettes qu'on voit en positif, elles ont aussi des contreparties, et de comprendre que chacune a des contreparties. Je vais te donner un exemple. Si tu es en prise d'élan, donc tu as beaucoup d'énergie, beaucoup d'actions, de faire, et cetera, mais tu n'as pas du tout, réfléchi à ce que tu voulais faire. Donc tu sens qu'il y a plein d'énergie. Et puis tu vas t'agiter dans tous les sens, tu vas te mettre à faire des recherches sur internet, faire des trucs, avoir des idées de projets, des machins, des trucs, dans tous les sens, et le soir tu te dis: «Ah ouais, mais j'ai rien avancé en fait». Complètement. Ça te parle ça? Un petit peu. Je suis un peu Voilà. hyperactive, donc oui, ça me parle un peu. Donc voilà, donc j'ai l'impression d'avoir fait plein de trucs, d'avoir plein d'énergie, et en fait, si je fais le bilan au bout de ces 5-6 jours de pleine énergie, bah, pas grand chose à avancer. J'ai ouvert 10 000 onglets sur mon internet et du coup, j'ai plein d'idées, mais rien n'a avancé, et finalement, bah, je vais arriver dans une zone où j'ai moins d'énergie par la suite pour m'auto-flageller parce que je n'ai pas fait les choses quand j'avais l'énergie. Bref, ce qui se passe là, quand ça arrive, c'est qu'une phase de prise d'élan qui n'a pas été préalablement, préparée, dans une phase de repos, de prise de recul, c'est une phase dans laquelle on n'a pas les to-do list, justement, et donc on n'a pas de plan à suivre. Ouais. Donc on va essayer de bâtir en même temps qu'on réfléchit au plan, et ça marche pas. Mmh. Et donc on va avoir une déperdition d'énergie absolument énorme. Complètement. Et aujourd'hui, c'est un syndrome qu'on retrouve énormément, chez les femmes, ce truc où j'ai plein d'énergie, mais finalement je n'ai pas fait avancer mes projets. Cette énergie, elle s'est dissipée dans tout et rien, mais je n'ai pas fait avancer mes projets. Ouais. Si on regarde, donc ça c'est la contrepartie, tu vois, de la phase de la prise d'élan, où on se dit: «Waouh, c'est génial», ouais, mais si elle est pas préparée avant. Et du coup, toi, tu préconises de la préparer, par exemple, pendant les règles, tu te poses, c'est là que tu réfléchis à ce que tu as envie de faire, concrètement, c'est ça, en fait? Ouais. C'est exactement ça. C'est dans la période où on va se reposer qu'on va pouvoir, et où on va prendre du recul, qu'on va pouvoir prendre les décisions et dire: «OK, les actions prioritaires, c'est ça, ça, ça. Donc ça, c'est ce qu'il faut absolument que je fasse». Et moi, encore aujourd'hui, quand je prends pas ce temps-là, je dissipe mon énergie un petit peu dans tous les sens. Une super astuce pour, les hyperactives ou les femmes qui jonglent entre plein de balles, justement, c'est top. C'est exactement ça. Et puis alors quand on regarde, la période où on est debout sur nos planches, alors là, c'est l'archétype de la mère un petit peu, tu sais? C'est le prendre soin, l'interaction avec les autres, je fais attention aux gens, et cetera. Et en fait, dans cette période-là, la contrepartie, c'est qu'on va avoir beaucoup tendance à dire oui à tout. Ouais. On priorise la relation par rapport à nous-mêmes. Et donc on va dire oui, voilà, on va dire oui aux sorties à l'école avec les enfants, on va dire oui à un projet où on nous en mettrait encore un sur la tête, et puis on va dire: «Bon allez, je peux le faire, j'ai de l'énergie, allez, oui, 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 oui». Donc si on était tout le temps dans ça, on passerait à côté de notre vie, on s'oublierait complètement. Absolument. Puisqu'on ne ferait que nourrir la relation aux autres, mais à aucun moment notre relation à nous. Et finalement, la période qui suit juste après, donc le tube de la vague, eh bien, c'est une période où justement on revient à nous. Qu'est-ce qui me va à moi? À quoi j'ai dit oui, ou j'aurais peut-être pas dû dire oui? Ouais. Et on va quelque part, faire le ménage dans cette période du tube. Au sens propre comme au sens figuré. Au sens propre parce que la progestérone qui est présente dans cette période-là fait baisser nos défenses immunitaires. Ouais. Donc on devient des détectrices à poussière, à moisissures, à chaussettes sales. Ah, c'est ça! Voilà, c'est ça. Ah d'accord. Donc effectivement, nos défenses immunitaires baissent parce qu'un petit bébé qu'on accueillerait dans notre ventre, c'est à moitié nous, à moitié pas nous. Donc si on est au max de nos défenses immunitaires, forcément on va l'éjecter, hein, tu vois? Donc en fait, la progestérone fait baisser nos défenses immunitaires, et en contrepartie, la nature est super bien faite. Elle nous dit: «OK, tes défenses immunitaires ont baissé, mais toi tu vas aller regarder là où tu risques de choper une cochonnerie». Ah mais c'est dingue, tout a une explication, physiologique, en fait. C'est génial. Exactement. OK. Donc ça, c'est au sens propre du terme. Donc effectivement, moi, avant de comprendre ça, je faisais le ménage, mais en râlant.
Maintenant, je fais le ménage en dansant, parce que je me mets de la musique et je me fais plaisir, tu vois? Mais tu vois, c'est vraiment parce que j'ai compris finalement que, physiologiquement, c'est ce que me demande mon corps, donc au contraire, j'en profite. Ouais. Et d'ailleurs, je rage quand, je peux pas faire le ménage parce que je sens que c'est le jour, mais j'ai autre chose à faire, par exemple. J'en rage parce que je me dis: «Mince, j'ai loupé mon jour où je suis hyper, efficace dans le ménage», quoi. Parce que là, pour le coup, je suis vraiment très efficace. Comme je suis pas une fanat du ménage, voilà, un jour par mois, ça me va bien de faire tout à fond, quoi. Donc voilà, et puis au sens figuré du terme, eh bien, c'est aussi le moment de faire le ménage dans notre vie, parce que encore une fois, c'est les hormones qui nous invitent à ça, hein. On se prépare à une potentielle grossesse, et donc régler les problèmes avant que la grossesse n'arrive est une bonne idée. Globalement. Et c'est aussi pour ça qu'on va avoir ces moments de colère, voilà, d'explosion, de choses comme ça, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a appris à garder beaucoup de choses pour nous. Ouais. Tant que ça n'explose pas. Nous, les femmes, on nous a bien appris à être sages, pas faire de vagues. À pas crier, à pas lever la voix, absolument. Voilà, exactement. Et là, dans cette période-là, ce qui se passe, c'est que ça nous déborde. C'est-à-dire que on a bien rempli notre hotte de trucs qui nous allaient pas, mais qu'on a acceptés. Ouais. Et puis là, la hotte, elle dit: «Non, non, mais ma cocotte, si tu tombes enceinte, tu vas pas te trimballer tout ça. Ouais. Donc là, tu vas aller faire le ménage». Et donc effectivement, on va vider, déverser notre hotte de cailloux, souvent sur notre entourage. Et du coup, est-ce que c'est de là que s'explique le «il me saoule, il me saoule, il me sursaoule»? C'est de là que ça vient? Ça Ouais. vient de là. Ouais. Ça vient de là. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir les hormones qui vont nous amener à noircir un petit peu le tableau. Moi, c'est ce que je comprends aujourd'hui, et du coup, je passe pas à l'action immédiatement. Je lui mets pas ses valises sur le parce que ça vient d'un autre truc. On va s'en parler juste après. Mais parce que j'ai compris ça justement. Mais en fait, ce que j'ai compris aussi, c'est ça. C'est que plus je m'exprime dans le reste du cycle, là où ça vient pas me déborder émotionnellement, et notamment la colère, normalement, c'est dans la phase de prise d'élan qu'elle devrait s'exprimer. On devrait poser clairement les choses. La colère, c'est l'énergie de l'intégrité. C'est l'émotion de l'intégrité. D'accord. Comment je protège mon intégrité. Et dans cette phase de prise d'élan, normalement, on devrait être très capable de dire ça c'est OK, ça c'est pas OK, j'accepte, je prends pas, je mets mes limites, etc. Tu protèges tes frontières, en fait, quoi. Voilà. Sauf qu'on nous a appris à être une bonne femme. Complètement. Et donc, cet apprentissage-là a fait que, quand on est en prise d'élan, si la maison se salit, s'il y a des choses qui sont dérangées, etc., on va se dire tant pis, j'ai l'énergie, je fais. Dans le travail, c'est pareil. On va voir qu'un tel ou un tel fait pas correctement le boulot, on va prendre le truc parce qu'on a de l'énergie. Sauf qu'on collecte des petits cailloux. Et c'est tout ça qui va ressortir dans la phase où on est dans le tube. Absolument. Donc il faut dire au fur et à mesure et briser un peu ce côté petite fille sage, parfaite, qui aide tout le monde, qui veut bien. C'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Et puis après, faut avoir en tête que voilà, quand ça devient extrême, c'est-à-dire quand effectivement on a envie de se suicider tous les mois, quand on est dépassé par un espèce de monstre qui nous dépasse complètement, il faut avoir conscience que c'est certainement lié à un déséquilibre hormonal, c'est-à-dire qu'on a trop d'œstrogène par rapport à la quantité de progestérone qui est fabriquée, et cet excès d'œstrogène, il peut s'expliquer par plein de choses. Le premier perturbateur endocrinien, c'est le stress. D'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que la progestérone est en concurrence avec le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone qu'on sécrète quand on est stressé. Elles ont la même matière première. Donc, si notre corps est en train de sécréter du cortisol, il a moins de matière première pour sécréter la progestérone. On va avoir un déficit de progestérone qui va augmenter notre irritabilité dans la période du tube de la vague. Et est-ce que c'est ça qui peut expliquer des choses du type syndrome prémenstruel dysphorique quand c'est vraiment, ou est-ce que ça c'est vraiment autre chose, c'est du domaine de la pathologie et on n'est pas du tout là-dedans? Alors le trouble dysphorique prémenstruel, on est potentiellement dans autre chose. On sait encore très très peu de choses dessus. Il se trouve quand même que là, les dernières recherches s'acheminent vers une problématique des récepteurs endocriniens, des récepteurs des hormones. D'accord. Donc on est encore dans une autre problématique. Sauf que étrangement, on se rend compte que même sur le trouble dysphorique prémenstruel, quand on fait diminuer le stress, quand on permet aux petits cailloux de s'évacuer tout au long du mois, etc., quand on apprend à surfer son cycle, tel que je le transmets dans Kiffe ton cycle, on a même sur cette situation pathologique une diminution des symptômes. D'accord, donc vraiment lutter contre le stress. Mais dans la société dans laquelle on vit, dans le type de vie qu'on a, on est souvent maman, on a souvent un travail, on a souvent 1000 trucs sur le feu.
T'as des conseils, toi, pour ça? Parce que, enfin, on peut vivre une vie stressante, enfin, intense, sans être stressé. Est-ce que toi, tu as des choses là-dessus à conseiller pour ne pas, enfin, absorber autant le stress, en fait? Bah, moi, le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est d'éviter, parce que j'aime pas trop le terme lutter, mais tu vois, d'éviter, le stress que j'appelle le stress menstruel, Mmh. qui est le fait qu'on lutte contre nous-mêmes Mmh. tout au long du cycle. C'est-à-dire que quand on est en prise d'élan, on se dit: «Oh là là, doucement, tranquille, va te poser sur le canapé, prends aussi soin de ton chéri», alors qu'on en a pas envie. Enfin, on a juste envie d'être dans l'action, de machin et cetera. Donc en fait, on va déjà quand on va trop vite, on va se ramener à notre point de consigne et donc on va, finalement, s'obliger à ne pas aller aussi vite. Mmh. Et à l'inverse, quand on va se sentir fatigué, on va se mettre un coup de pied aux fesses en disant: «Hey ma cocotte, tu restes pas sur le canapé» et cetera. Complètement. Ça génère du stress menstruel, on lutte contre Mmh. nous-mêmes. Si on commence à accepter qu'il y a des moments où on va prioriser peut-être nos projets professionnels, que d'autres moments on va plus prioriser la famille, qu'à d'autres moments on va se prioriser soi et qu'il y a des moments où on va se ressourcer, eh bien on arrête de lutter contre ça. Ce stress menstruel génère du stress, donc génère du cortisol et génère déjà une problématique. Donc rien que le fait d'apprendre à surfer son cycle permet vraiment de diminuer une grande partie du Mmh. stress. Aussi parce qu'il va nous permettre d'accepter qu'on est différente, qu'on a différentes facettes et de laisser tomber le masque de la femme parfaite qui lui aussi génère du stress. Et du coup, comment tu gères ça quand tu es maman, quand tu es épouse ou compagne de personnes qui... Alors, ton compagnon, je pense qu'il est capable de comprendre, mais comment tu le communiques avec lui? Et surtout, comment gérer ça quand tu as des enfants petits qui, eux, ne sont pas cycliques et ont besoin de toi tout le temps, chapeau paillettes, parc, etc. Tu vois? Comment tu gères ça avec les autres aspects de ta vie, en fait? Alors ça, c'est super intéressant, vraiment parce que je trouve que c'est la pierre angulaire, Mmh. de comment faire diminuer le stress menstruel. Donc la première chose, ça va être de communiquer. Moi, je conseille, en tout cas en famille, dans un espace, protégé, on va dire, de communiquer. Moi, j'ai un magnète sur mon réfrigérateur qui présente les différentes phases du cycle, donc les différentes surfeuses, hein, les positions, de la surfeuse et du coup, j'indique avec ce magnète dans quelle, énergie je me sens aujourd'hui. Et ma fille, très, très jeune, donc déjà elle a pris l'habitude de voir ce magnète et très jeune, elle allait voir le magnète de temps en temps en se disant: «Ah! OK, c'est bon, j'ai compris ce qui se passe». Donc quelque part, je l'ai informée de ça, mais toute jeune, vraiment, dès son moi, j'ai eu mon retour de couche, elle avait, 13 mois D'accord. et à 13 mois, je lui ai parlé de ça. En lui disant voilà, bah, du coup quand j'ai mes règles, je me sens un peu plus fatiguée, donc c'est un moment où je vais, bah, te laisser un peu plus, vaquer à tes occupations. Oui, ça va peut-être te générer, de la colère ou je sais rien, j'entends, je vais l'accueillir, Mmh. mais là tout de suite, moi, je veux aussi prendre du temps pour moi parce que c'est essentiel et en fait, je transmets à ma fille ça et en lui transmettant ça, je lui transmets l'autorisation d'être aussi, elle, Si. avoir des moments fatigués, des moments de recul, des moments où au contraire elle est pleine d'énergie, où elle va l'exprimer, tu vois? Mmh. Donc je lui présente mes besoins, mes envies. Ce qui est très intéressant avec les enfants, c'est qu'en fait, souvent, les réactions sont beaucoup plus violentes tant qu'on n'en parle pas. Absolument, absolument. Parce qu'en fait, l'enfant qui nous voit fatigués, notamment avant 3-4 ans, il est persuadé, même avant 6 ans, il est persuadé que ça vient de lui, Mmh. qu'il a généré quelque chose qui va pas parce que tout le monde tourne autour de lui, tu sais, il est lui-même centré, quoi. Exactement. Et donc tout le monde tourne autour de lui. Et donc, un enfant qui nous voit, soit se mettre un petit peu en colère, s'agacer ou alors, être fatigué, eh bien, ça lui génère de l'inquiétude parce que c'est pas parlé. Mmh. Surtout si nous, on dit: «Non, non, mais tout va bien» et qu'on fait poker face et tout ça. Lui, il le sent à l'intérieur de lui. Donc il y a un différentiel entre ce qu'il ressent et ce qu'on lui Mmh. dit. Ça va venir le chercher très, très loin. Donc là, il va venir au contact. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Et là, pour le coup, il va pas nous Ouais. lâcher. Donc, dès qu'on va essayer de s'éloigner, et cetera, l'air de rien, parce qu'on n'a rien dit, eh bien, il va revenir au contact. Mmh. Et il va pas nous lâcher. Ce qui va nous faire monter, nous, en pression et ce qui va générer, voilà, toutes les tensions qu'on peut vivre. Moi, ce que j'ai pu voir avec ma fille, c'est qu'au contraire, dès que ça s'est parlé, alors il y a un petit temps d'adaptation, c'est pas toujours parfait, il y a aucun problème à ce Mmh. niveau-là. Mais par contre, elle, ça lui génère pas d'inquiétude à l'intérieur d'elle. Elle l'intègre et ça fait partie du paysage, habituel, mensuel et cetera. C'est génial.
C'est vraiment super Exact. de savoir ça parce que tu vois, ici, mes enfants ont 2 et 5 ans et ils savent ce que c'est les règles. Tu vois, ils me voient saigner tous les mois, ils voient des serviettes hygiéniques, donc ils savent ce que c'est. Par contre, cet aspect-là, du coup, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou non plus sur les parties génitales, j'utilise les mots, etc. Mais je trouve ça très précieux de leur, ce que tu dis en fait, de leur transmettre et d'expliquer que en fait, oui, je suis cyclique. Parce que jusque-là, le message que je leur dis, c'est alors je saigne tous les mois, mais ça fait pas mal, mais toutes les femmes ont ça, et ah là là, tout va bien. Sauf que bah non, tout va pas bien, clairement, tout le monde le voit ici que ça ne va pas. Donc merci beaucoup pour ce message et je vais l'intégrer en tout cas dans ma communication. C'est un super conseil. Donc c'est ça et puis avec notre conjoint, quand on a un conjoint ou une compagne, qui est présente à nos côtés, en fait, ce qui c'est pareil, ça va être d'exprimer nos besoins. Moi, je sais qu'il va avoir tendance, plus facilement à dire: «Bon, bah, voilà, là, tu as tes règles, ce week-end, je pars, faire un truc avec, notre fille, à l'extérieur de la maison», pour me laisser quelque part ce cocon à l'intérieur. Donc voilà, il va y avoir cette présence-là, de comprendre que aussi mes besoins varient, de prendre le relais sur des tâches ménagères, des choses comme ça, parce qu'il sait aussi que je vais reprendre le relais ensuite. On n'est pas dans une équité, parfaite au quotidien, mais au contraire dans une notion de: «OK, en fonction de l'énergie qu'a chacun à ce moment-là» et lui de la même façon, parce qu'il est aussi fluctuant, on va avoir de l'attention portée à ça et ça, c'est pareil, ça limite aussi les tensions. Moi, quand je sens que je m'agace dans le tube, parce que je suis pas devenue, un yogi que je sorte de mon cycle, pas du tout. J'ai aussi des moments d'agacement, j'ai aussi tout ça. Mais quand je sens que je m'agace, je peux aussi exprimer, voilà, je suis dans le tube, donc juste rajoute pas de l'huile sur le feu. D'accord. C'est génial d'avoir les outils, des bons outils de communication là-dessus. C'est des choses qui sont disponibles dans les sommets que tu organises, que tu proposes? Ça, c'est plutôt dans la formation Kiffe ton cycle et dans le livre Kiffe ton cycle, du coup. C'est dans le programme Kiffe ton cycle. Je le présente aussi dans Kiffe tes premières règles pour les jeunes filles. Mais effectivement, moi, ma fille donc a sa propre roue, donc son propre magnète où elle met sa position dans laquelle elle sent. Mon conjoint m'a dit qu'il l'utiliserait le jour où ça serait un homme sur la planche. Comme j'ai pas du tout prévu de faire un homme, tant pis pour lui. Mais de toute façon, eux, c'est vrai qu'ils fluctuent aussi. C'est pas des blocs de granit, mais est-ce que c'est basé sur des fluctuations hormonales pour eux aussi ou pas forcément? Alors, pas les mêmes que nous. Donc, nous, en fait, nous-mêmes, hein, on est déjà un empilement de plein de cycles en tant que femme cyclique ou que personne cyclique d'ailleurs, parce qu'il y a des hommes cycliques. Hein, les hommes qui sont nés avec un utérus sont cycliques. Donc, en tant que personne cyclique, on est nous-mêmes quelque part un empilement de plein de cycles. On sent bien que bah, quand on est plus jeune, on a plus d'énergie, ça se mature à l'âge plus adulte et puis ça redescend à l'âge plus âgé. Ensuite, on a le cycle des saisons. On voit bien qu'on n'a pas la même énergie en hiver, en été. C'est très vrai. Tu vois, donc on va retrouver la même chose. Et puis, on a effectivement, nous, ce cycle menstruel qui est très intéressant en termes de durée pour la gestion d'un projet. Parce que à la fois, il revient assez régulièrement et à la fois, il pose quand même les choses. Bon, on a de la chance de l'avoir. Mais du coup, les hommes vivent le cycle de la vie, le cycle des saisons, vont vivre aussi exactement comme nous le cycle de notre semaine. On voit bien qu'on n'a pas la même énergie, souvent le lundi que le vendredi, en fonction de comment s'organise notre semaine. Et puis le cycle de la journée. Moi, je sais que j'ai plus la pêche le matin. En général, en début d'après-midi, c'est plutôt un moment où je me repose. Et puis, de nouveau, il y a une énergie qui remonte. Enfin, voilà. Et donc, on ressent tous et toutes ces cycles-là. Il va y avoir le cycle de nos projets aussi. Moi, quand je suis en train de lancer un projet, je suis longtemps en prise d'élan parce que finalement, le cycle de mon projet prend le pas même sur mon cycle menstruel parce que voilà, je suis dans cette action, etc. Et puis à un moment, quand le projet mature, on est plus dans la communication, on s'apaise. On va vraiment retrouver ces cycles-là partout. On le voit dans la nature. C'est tous les cycles de la nature, donc c'est le cycle vie-mort-vie qui nous entoure. Donc bien sûr que tous les hommes ont, et toutes les personnes, cycliques ou non cycliques, au sens menstruel du terme, vivent tous ces cycles-là. Nous, on a la chance d'avoir ce cycle menstruel qui est une strate stabilisante, qui a une durée intéressante. C'est génial ce que tu dis parce que je n'ai jamais entendu nulle part ailleurs dire on a la chance d'avoir le cycle menstruel. C'est vraiment génial. Mais c'est vraiment ça, parce que on dit toujours les femmes sont imprévisibles. Tu vois, il y avait, je sais plus comment il s'appelle cet homme qui avait dit bien folle qui s'y fie, tu sais, aux femmes, parce que toujours femme varie, bien folle qui s'y fie. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que oui, on varie avec quelque chose de très prédictif. En fait, en vrai. Et à partir du moment où on l'a compris, ça stabilise finalement énormément nos humeurs, contrairement à l'idée qu'on s'en fait tant qu'on n'a pas compris ce qui se passe. Absolument, absolument. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que tu prends en compte le fait qu'on est toutes uniques, toutes
pas sur 28 jours du coup. Comment tu préconises d'apprivoiser ce cycle finalement? Parce qu'on n'a pas les 28 jours. Moi-même, je vois dans un cycle menstruel, j'ai même parfois du mal à dire je pensais être dans telle phase et en fait, il y a une autre énergie qui arrive, etc. Comment on peut apprivoiser ce cycle en fait, avant même de s'en servir? Comment on apprend à le connaître? Déjà en s'observant et en laissant tomber l'idée qu'on peut être quelqu'un de parfait, que dans notre cycle, encore une fois, on va tout comprendre, tout gérer, tout accepter. En fait, c'est ça, c'est que le mental, il aime bien, tu vois, moi, vous venez de m'écouter là, et le mental, il aime bien dire ça y est, j'ai tout compris, c'est bon, je gère. Et le corps, quand le mental fait ça, fait c'est moi qui gère. Tu vas voir ce qui va t'arriver. J'adore. Donc en fait, plus le mental est à la manœuvre, plus on voudrait penser que comme on est dans cette période-là, c'est exactement ça qui va nous arriver, plus notre corps va nous dire ah non ma cocotte, c'est bon, t'as rien compris, en fait c'est moi qui suis à la manœuvre. Pourquoi? Et c'est positif. Le corps, quand il fait ça, c'est vraiment pour notre bien, parce que le corps va faire ce dont on a besoin. Ouais. Je m'explique. Si on est dans une période où on a besoin de se reposer, eh bien la phase où on est posé sur notre planche peut durer beaucoup plus longtemps. Et la prise d'élan peut être beaucoup plus légère, beaucoup plus subtile. À l'inverse, quand on est pleine d'énergie, qu'on n'a aucune carence, que tout va bien, etc., on va au contraire pouvoir exploser dans cette période de prise d'élan. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le corps, il joue toujours dans notre camp. Et lui, son but, c'est qu'on aille bien. Donc, il va créer le mouvement dont on a besoin à ce moment-là pour qu'on aille bien. Une fois qu'on a compris ça, on comprend que du coup, avoir un calendrier qui est prêt 5 mois à l'avance parce que j'ai mes règles régulières n'a aucun intérêt. Donc moi, j'ai des règles irrégulières, donc je peux même pas essayer de le faire. Mais même si on a un cycle hyper régulier, finalement, on va avoir des variations au cours de ce cycle et c'est heureux parce que le corps va s'adapter très très bien à ce qu'on vit. Donc notre seule planche de salut, cycle régulier ou pas, va être d'accepter chaque jour ce qui se présente à nous. Et donc de dire, OK, voilà, aujourd'hui, c'est ça l'énergie. Par exemple, moi, aujourd'hui, tiens, c'est intéressant, j'en parlais juste avant de faire ce podcast. Moi, aujourd'hui, donc dans mon cycle, je suis en prise d'élan. Depuis ce matin, je me suis réveillée, j'ai l'impression d'être posée sur ma planche. Et sur le réfrigérateur, c'est posé sur ma planche. Parce que mon mental me dirait, ah bah non, hein, t'es en prise d'élan. Mais je m'en fous. Depuis que je me suis réveillée ce matin, j'ai envie de dormir, j'ai mis du rouge parce que je me sens là-dedans. Donc voilà. Donc le plus important, ça va être de s'observer et de noter parce que on a cette grande faculté à oublier, de noter ses humeurs. Ça peut être sur son bullet journal, ça peut être sur une application, ça peut être en faisant. Moi, je propose des fleurs de cycle dans lesquelles on peut venir chaque jour noter un petit mot sur ce qui nous est arrivé dans la journée. Enfin, ça va être très personnel, mais ça va être de noter pendant 3 cycles à peu près. Et c'est quelque chose qui est téléchargeable sur Kiffe ton cycle, cette fleur du cycle? Oui, tout à fait. Sur le blog Kiffe ton cycle. Trop bien. Donc l'idée, c'est effectivement de se retrouver au plus près. Alors pas forcément au jour près, hein, mais au plus près en tout cas de ce qu'on vit. Et donc de noter pour pouvoir ensuite revenir en arrière, se poser justement au moment où on va se poser sur notre planche, au moment de nos règles, et puis dire tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cycle, comment ça se présente à moi, etc. Et ça, c'est vraiment la première phase, de s'observer. La deuxième, je dirais, ou la première qui peut être concomitante, ça va être d'apprendre à observer, à repérer notre ovulation dans notre cycle. Parce que ça, on nous a pas appris à le faire. Et c'est tout bête, mais tout bête. Comment on le fait? Eh bien, grâce notamment à la glaire cervicale, donc ce qu'on appelle les pertes blanches qu'on va retrouver dans notre culotte, eh bien, on va commencer à les observer. Ou alors à observer les sensations qu'on a sur la vulve quand on s'essuie après avoir fait pipi, tout simplement. Il y a toujours cette journée, enfin je sais pas pour toi, tu vas me le dire, mais moi j'appelle ça l'effet patinoire. Tu sais, le moment où ça glisse et ça glisse, ça glisse, et t'as l'impression que même c'est difficile à essuyer. Ouais, je suis d'accord. Cet effet patinoire, c'est la phase qui est juste avant le moment de l'ovulation. D'accord, ok. Et souvent, le lendemain de l'effet patinoire, on va avoir beaucoup de pertes beaucoup plus liquides encore. Très liquides, beaucoup moins filandreuses. Alors, celles qui veulent aller toucher l'effet patinoire, c'est au moment où, quand on met 2 doigts, la glaire sur les 2 doigts, et qu'on écarte les 2 doigts, eh bien, le fil est extensible. On peut s'amuser. Moi, j'adore. Je vais faire le test. Non, mais c'est trop drôle, faut le faire. Après, on devient addict à ça. De toute manière, on se lave les mains en sortant des toilettes, donc autant avoir une bonne raison de se laver les mains. Non, mais ce que tu dis là, je trouve que c'est génial parce que c'est des choses qu'on ne fait pas. On contrôle le corps avec son esprit. Moi, je sais que ça m'avait vraiment choquée quand j'essayais de tomber enceinte pour la première fois. C'est que je me disais, c'était on-off. J'avais pas envie d'avoir un enfant. Ensuite, à la minute où j'avais décidé que je voulais un enfant, ça devait être tout de suite maintenant.
Sauf que la maternité m'a montré que ça ne marchait pas comme ça. Mais hors maternité, ça, on n'y pense plus, on n'écoute plus son corps, on se regarde pas, on se touche pas, en fait. Ou très peu, donc c'est top ce que tu dis. Je vais faire le test. Ah ouais, moi j'adore et puis je m'amuse à regarder parce que du coup la veille, ça casse un peu plus vite quand on écarte les doigts et puis le lendemain ça fait: «Wouh! Ah ouais, bon bah ça c'est le bon jour». Et donc ça, ce qu'on observe, c'est tout simplement la glaire fertile, c'est-à-dire la partie, ce qui est sécrété par notre col de l'utérus pour permettre aux spermatozoïdes d'être conservés et d'être, emmenés directement comme sur un toboggan, vers notre ovule. Donc ça vaut vraiment la peine d'apprendre à repérer ça. Ça peut être alors si après on veut aller plus loin, on peut aussi prendre la température tous les matins au réveil, mais ça prend un petit peu plus d'énergie. Donc si c'est pas à but contraceptif, honnêtement, c'est plus drôle de regarder la glaire. Et d'observer aussi. Moi, je sais que maintenant, je sens un petit pincement au niveau de l'ovule, alors que je le sentais pas du tout avant. Et je le sens à peu près 24 heures, 48 heures après avoir vu cette glaire filante, tu vois. C'est pas systématique, mais du coup, ça me donne des indices. Et puis, moi, ce que j'ai remarqué, alors c'est pour moi, du coup, c'est à vous de voir pour vous. Moi, par contre, alors j'ai un cycle très irrégulier, mais 16 jours après la glaire la plus filante, j'ai mes règles. Et souvent, cette durée-là est assez stable. D'accord. Voilà, c'est la durée la plus stable du cycle, mais qui va dépendre de chacune. Et la période qui précède, par contre, la mienne, elle est très élastique. Elle peut s'amuser à faire plusieurs dizaines de jours, parfois, voilà, elle s'amuse, quoi. Et donc, ce qui est intéressant quand on a repéré ça, déjà, c'est que pour celles qui ont un cycle irrégulier, elles vont pouvoir prévoir la période de leurs règles, ce qui est assez sympa. Et puis ensuite, ça va nous permettre aussi de repérer de plus en finesse ce qui se passe dans le tube. Parce que effectivement, tant qu'on l'observe pas, on a tendance à avoir une vision assez monolithique du tube, période noire, machin, etc. Sauf qu'en fait, c'est une période, au contraire, où il y a beaucoup, beaucoup de fluctuations hormonales, puisqu'il y a et des oestrogènes et de la progestérone qui sont, c'est ce qu'on appelle des hormones pulsatiles. Enfin, c'est un fonctionnement pulsatile, c'est-à-dire qu'elles sont diffusées dans le sang par pulsion et pas en continu. Et c'est ce qui explique qu'il peut y avoir des grandes variations, qu'on peut avoir, on peut être toute joyeuse le midi et puis très en colère le soir, enfin voilà. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller découvrir justement la subtilité de ça. Moi, j'ai la période où je fais le ménage, la période où je râle, la période où je vais avoir plein d'idées pour mon entreprise. Moi, tout ce que j'ai créé, que ce soit Kiffe ton cycle, le programme, les sommets, les idées des différentes choses que je fais, tout ça est souvent arrivé dans cette période du tube. Donc en fait, c'est une période de grande créativité souvent. Et ce qui est intéressant, c'est d'arrêter d'en faire un monolithe et justement d'aller voir dans la subtilité concrètement ce qui se passe. Effectivement, moi, c'est 2 jours avant mes règles, j'ai envie de mettre mon chéri à la porte systématiquement. Mais en fait, là, ça s'explique aussi hormonalement. En fait, le corps est informé qu'il n'y a pas de grossesse. 2 jours avant les règles, il sait que c'est loupé, puisque la progestérone commence à diminuer. Et comme il sait que c'est loupé, il n'est pas très content. Parce que le corps, lui, son but, c'est quand même de se reproduire. Et du coup, il se dit non, mais ça fait plusieurs fois qu'avec celui-là, ça marche pas. On va le dégoûter, tu vois. On va essayer d'aller en trouver un autre. Ah, mais tout s'explique, c'est génial. Donc, une fois qu'on sait ça, on arrête de faire les valises du conjoint ou les nôtres systématiquement pour revenir 2-3 jours après en disant mais non, mais finalement, je t'aime parce que t'es la personne la plus géniale du monde. Voilà. Le pire, c'est que ça marche même dans les couples homo. Désolée, mesdames, parce que vous avez les mêmes réactions. Donc voilà, le corps ne fait pas la différence. Toutes pareilles. Voilà, à ce niveau-là, on est toutes logées à la même enseigne. Mais donc voilà, c'est intéressant de le savoir parce qu'une fois qu'on le sait, on peut en rigoler. Voilà, on peut en rigoler de cette idée qu'on a de mettre la valise ou de prendre la nôtre. Moi, je sais que c'était ma grande idée, c'était d'aller chercher le prix des locations d'appartements à côté de chez moi. Tu vois, des lubies comme ça. Mais ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on la comprend, on rigole. Du coup, de temps en temps, ça m'arrive de continuer à aller chercher le prix des locations, mais je rigole avec moi-même. C'est-à-dire, au bout d'un moment, je me dis, c'est bon, t'as fini, t'as fait ta petite crise, c'est bon, on peut passer à autre chose. Je me sens rassurée, je me sens tellement moins seule. Parce que le reste du temps, ça va très bien. Tu sais très bien que t'as pas choisi le dernier, enfin, tu vois, le dernier mec qui passait par là. Tu le sais rationnellement, mais merci Yael, tu me rassures énormément. J'ai une dernière question sur la partie jongleuse spécialiste. Pour jongler avec justement la partie projet, la partie travail, etc. Moi, je vois que les moments où justement je suis dans le tube ou pendant mes règles, je suis beaucoup plus lente. J'ai l'impression que mon esprit marche moins vite, que je parle moins bien, que je rayonne moins.
Comment tu fais quand tu te retrouves à placer un événement ou un entretien ou quelque chose que tu peux pas déplacer et que ça tombe à cette période-là? Comment tu gères ça, en fait? Alors, bah, moi, c'est vraiment ce que je transmets là, pour le coup, dans le programme en ligne, c'est découvrir qu'on a toutes des ressources différentes en fonction de ces Mmh. phases. Et donc, on peut idéaliser certaines ressources, mais on peut aussi réaliser que, chaque phase va nous apporter quelque chose. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai fait mon TEDx, j'avais mes Mmh. règles et je savais 15 jours avant que j'allais avoir mes Mmh. règles et donc j'aurais pu me dire: «Ah mon Dieu, c'est pas le bon moment» et cetera. Et en fait, dans mes ressources à moi, et alors ça, c'est très, très personnel pour le coup, donc c'est pour ça que c'est important d'aller à la recherche de ses propres ressources. Moi, dans mes ressources, quand j'ai mes règles, il y a le fait que, je stresse beaucoup moins. D'accord. J'ai un peu l'impression que ouais, bon, bah, ça va aller quoi, en fait. Heu, Heureusement, parce que vu l'état de stress dans lequel j'étais au moment du TEDx, je n'ose pas imaginer si j'avais stressé plus, ce que ça aurait donné. Mais voilà, en fait, c'est d'aller chercher dans chaque phase, et moi, j'ai découvert que dans chaque phase, j'ai des Mmh mh. ressources qui me permettent de faire les choses. Et il y a une autre ressource, par exemple, que moi j'ai pendant les règles, c'est justement de parler de façon beaucoup plus posée. Alors oui, ça peut donner l'impression que c'est moins péchu et cetera, mais du coup, je vais aussi aller chercher, un auditoire qui en a marre quand je parle trop Ouais. vite, qu'en a ras-le-bol de me voir partir dans tous les sens et cetera. Donc il y a un côté un peu plus posé, plus tranquille, plus apaisé, moins rentre dedans Mmh. aussi, plus intériorisé. Et ça, finalement, c'est aussi super intéressant de faire une partie de mon travail dans cette énergie-là. Dans le tube, en fait, ce qui est intéressant, par exemple, si on reste sur la prise de parole en public, mais ça va sur tout. Dans le tube, je vais avoir des idées fulgurantes qui vont me passer par la tête et qui vont être géniales. Donc je vais m'entendre dire des trucs en disant: «Ah, c'est pas con ça!» Ah, j'adore. Je me laisse beaucoup plus aller dans l'improvisation quand je suis dans le tube, alors que, par exemple, si je suis en prise d'élan et que j'improvise, je pars dans tous Ouais. les sens, vraiment, D'accord. quoi. Donc alors que dans le tube, finalement, c'est assez posé, ça se déroule normalement, mais voilà, c'est des idées qui émergent comme ça. Je me dis: «Ah ouais, pas mal», donc je m'écoute beaucoup parler quand je suis dans le tube. Tu te trouves génial. D'accord, donc en fait, c'est encore une fois cette idée de se dire que, c'est pas tout noir ou, tout lumineux. Il y a un peu de Non, bon dans c'est chaque. Il faut pas voir, chaque phase comme: «Ah là, c'est bon, je suis rayonnante» ou «Là, c'est bon, je vais pas du tout réussir à parler» et cetera. Faut essayer de encore une fois, se connaître pour voir les atouts qu'on peut, mobiliser, à chaque phase. c'est vraiment ça. Et alors dans le tube, tu disais, tu kiffes ce que tu dis. Non, je m'écoute parler, je déteste ce que Mmh. je dis. Je me dis que c'est nul, je me dis que tout le monde s'en fout, parce que j'ai ce petit vélo là dans la tête qui me dit que c'est nul et tout. Mais maintenant, j'ai appris à retenir ce que j'ai dit Ouais, et du coup à y revenir avec plus une autre tard, énergie. tu Ouais. vois? Voilà, donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est justement d'apprendre un petit peu à dompter tout ça. Mais non, il y a du positif vraiment dans tout, et pour faire toute chose. Encore une fois, le fait de limiter le stress, par exemple, va nous permettre de peut-être faire une super performance, même Mmh. sportive, parce qu'on aura abaissé le stress. Donc en fait, on peut faire une super performance sportive pendant qu'on a nos règles. Moi, je le dis pour le bac, par exemple, le fait de pas être là en train de chercher la petite bête et de se dire ok, ça va, tranquille, d'avoir du recul. Et puis même le fait de potentiellement avoir des douleurs peut faire que finalement on prend suffisamment de recul pour aller à l'essentiel dans les réponses qu'on donne, tu vois. Donc il y a de l'intérêt dans tout. Ouais. Et c'est pas forcément la phase qu'on idéalise qui est la plus intéressante pour faire tout ce qu'on a à faire dans notre vie. Après, ce qui est intéressant, tu disais: «J'ai l'impression de penser moins vite» et cetera. Dans le tube, on se sous-évalue, Mmh. que ce soit en termes de performance sportive, ou en termes de performance intellectuelle. On va avoir tendance à penser qu'on fait moins bien que ce qu'on fait en réalité. D'accord. Ça, c'est une information intéressante à C'est ça. connaître parce que, du coup, on peut aussi accepter de dire: «Bon, je vais avoir tendance à me sous-évaluer un petit peu, donc, OK, bon, bah, peut-être que je réévaluerai ce que j'ai fait réellement Mmh. après». Moi, c'est une période dans laquelle finalement j'arrive à faire beaucoup de Ouais, c'est choses. bon de le savoir. J'ai cette sensation de lenteur, mais finalement, en même temps, ça sort en un jet. Quand j'écris des articles ou des choses comme ça sort en un jet, peut-être un petit peu plus lent, mais j'ai pas besoin d'y Mmh. revenir. Quand je fais quelque chose, en prise d'élan, un article en prise d'élan, souvent je vais revenir 2-3 fois pour que vraiment ça soit clair, que ça parte pas un peu dans tous les sens et cetera, tu vois? Donc non, il y a vraiment des avantages à tout, et d'aller chercher ses propres ressources, dans son propre cycle, et d'avoir appris à faire cet exercice-là nous permet de le garder pour toute la vie, Absolument. pour que derrière on puisse justement réévaluer en disant: «Tiens, est-ce que mes ressources ont changé? Est-ce que voilà, des choses ont évolué?» Et surtout d'apprendre à danser avec nous-mêmes en permanence, avec toutes ces facettes. C'est une connerie sociétale, je le dis, je pose le mot, que de nous avoir appris à détester certaines facettes de nous.
Écoute, j'ai hâte d'avoir mes règles pour avoir ma petite fleur et puis commencer à observer et vraiment danser avec ce cycle, comme tu dis. Ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est qu'on voit que ça te permet vraiment de jongler déjà avec toi-même, avec ta maternité, avec ta coparentalité. Donc vraiment, c'est une approche que je trouve extrêmement précieuse. Du coup, là, aujourd'hui, tu es maman, tu es chef d'entreprise, tu as énormément de rôles à ton actif. Comment tu fais pour que la balle Gaëlle, toi, ne soit pas oubliée ou laissée de côté? Est-ce que la réponse est encore dans le cycle? Ouais. Pour moi, en tout cas, elle est dans le cycle parce que sinon j'aurais tendance à vraiment beaucoup m'oublier. Effectivement, en fait, c'est d'accepter que justement les différentes balles, sont pas mises en avant dans ma vie à tout moment. C'est-à-dire qu'elles sont toutes présentes tout le temps, mais il y a des moments où je vais plus mettre d'énergie, sur une balle que sur une autre et donc il y a des moments où je vais mettre plus l'énergie, plus l'accent sur la partie professionnelle. D'autres moments, ça va être plus sur la partie, personnelle et puis d'autres moments, ça va être moi, de moi à moi-même et je vais assumer de rester, sous ma couette, tranquille, posée, y compris si c'est pas le moment pour la famille, y compris s'il y a des choses à faire et cetera. Tant pis, je me l'autorise. Tu t'autorises, c'est vraiment super. Et là, je vois que tu m'as un peu devancé et que tu es déjà allée au questionnaire des jongleuses. Donc, je t'y rejoins pour finir l'entretien. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cet art délicat du jonglage au quotidien? Ce que j'aime le plus, c'est que ça tourne, c'est qu'on n'est pas figé et qu'il y ait du mouvement. Et qu'est-ce que tu aimes le moins? Qu'est-ce qui te paraît le plus difficile? Ce qui me paraît le plus difficile, c'est quand justement je comprends plus trop ce qui se passe et qu'il faut que je déconnecte le mental pour, revenir à ce qui se passe réellement ici et maintenant. Je vois. Si on parle de tes priorités, est-ce qu'il y a une balle que tu ne veux surtout pas laisser tomber? Ouais, c'est une bonne question parce que c'est complexe. Parce que dans mes priorités aujourd'hui, il y a clairement développer l'activité et en même temps, je vois ma fille qui grandit. J'ai laissé tomber une balle en ce moment, je le pose ici parce que voilà, et je sais qu'il va falloir que je la réinvestisse ou pas, mais en tout cas, qu'il va falloir que je prenne des décisions. J'ai laissé pas mal tomber la balle du couple ces Mmh. derniers temps, parce que justement, j'arrivais pas à jongler avec tout et ça me crève le cœur de le reconnaître, mais c'est la réalité et voilà, c'est intéressant de le savoir. Elle est tombée, elle est à mes Mmh. pieds, elle est là en Mmh. conscience et du coup, à un moment, je vais peut-être choisir de lâcher un peu une autre ou de la lancer plus haut pour, aller chercher celle qui est à Ouais. mes pieds. Mais comme tu dis, ça tourne, c'est temporel, sauf que parfois dans ces balles, il y a des gens et c'est ça qui est pas évident, je trouve. C'est ce que je trouve aussi difficile. Si on joue un peu avec le temps, une de tes balles de jongleuse te permet de voir le futur pour toi ou pour d'autres. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu y vois? Waouh, j'adore ce que je vois. Génial. Ce que j'y vois, c'est que les femmes ont appris à jongler avec leur cycle et donc se sentent vraiment bien là-dedans et qu'elles retrouvent leur place dans la société. Que de fait, les hommes Mmh. aussi ont appris à jongler avec leurs facettes, ont appris à accepter qu'ils ont aussi plein de facettes et qu'ils sont magnifiques comme ça. Parce que juste un petit truc, tout le monde a découvert que le diamant brille grâce à ses facettes et que nous sommes aussi des diamants et que ça vaut le coup d'accepter nos facettes parce que c'est ce qui va nous faire briller. Et donc, ce que je vois, c'est que tout le monde se sent à sa juste place dans la société, c'est-à-dire juste où il a envie d'être. J'aime beaucoup ta vision. Une de tes balles te permet d'envoyer un message à la Gaëlle du passé. Elle a quel âge et qu'est-ce que tu lui dis? Elle a 16 ans, elle a ses premières règles, parce que j'ai eu mes premières règles à 16 ans. Et je lui dis, il t'arrive un truc absolument extraordinaire, va falloir qu'on parle toutes les deux pour que je t'explique ce qui t'arrive. Génial. Pour finir donc notre entretien, est-ce que tu peux partager avec nous une personne ou une personnalité qui t'inspire et nous dire pourquoi cette personne t'inspire? Ça, c'est toujours une question compliquée pour moi parce qu'à la fois, il y a tellement de personnes qui m'inspirent. Mais là, tout de suite, j'ai envie de parler de ma Mmh. grand-mère. Voilà. Qui est partie dans un autre monde, mais qui écoute certainement ce magnifique podcast. Parce que ma grand-mère était déjà une précurseur, m'a parlé, de contraception, m'a dit, quand j'avais 13 ans que le jour où j'avais besoin d'acheter des préservatifs, si ça m'inquiétait de le faire, elle allait le faire pour moi. Là, cette grand-mère a quelque part ouvert, la porte d'une sérénité par rapport à tout ce qui était, d'être femme, même si il y a pas eu de transmission parce qu'elle ne savait pas, tu vois? Elle a pas transmis non plus à ma Mmh. maman, parce qu'elle ne savait pas. Mais en fait, toutes les 2, ma grand-mère comme ma mère, ont amené cette ouverture d'esprit
qui m'a autorisé à aller creuser derrière. Et voilà, ça c'est enfin voilà. Donc moi j'ai envie de parler même de toute ma lignée de femmes, tu vois, dans laquelle je m'inscris, parce que j'ai l'impression qu'elles ont ouvert énormément la voie avant, et puis moi j'avais plus qu'à aller creuser cette notion de cycle, tu vois. C'est génial. Du coup, c'est ça, c'est pour le coup un héritage transgénérationnel que tu es fière de continuer, en fait. C'est magnifique. Oh, une fierté extrême. C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup pour ce partage, Gaëlle. C'était un plaisir absolu d'échanger avec toi. Merci Ruth, le plaisir était vraiment, vraiment partagé, j'ai adoré. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de le trouver facilement. Ou alors, vous pouvez le partager directement avec cet ami qui déteste la période des règles. C'était mon cas avant. Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de Gaëlle dans les notes de l'épisode ou bien en tapant « Kiffe ton cycle » sur vos réseaux sociaux ou bien sur Google. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt.